Salut, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Les sous-marins sont des navires technologiques avancés qui nous permettent d'explorer les profondeurs cachées de l'océan, bien au-delà de la portée des techniques de plongée traditionnelles. Dans ces immenses profondeurs, vous pourrez rencontrer des montagnes sous-marines, des tranchées profondes et d'étranges créatures adaptées à la pression intense et au manque de lumière. Le 3 mai 1945, alors que la guerre en Europe touchait à sa fin, le sous-marin USS Lagarto a rendez-vous avec l'USS Bahia dans le golfe de Thaïlande pour recevoir du ravitaillement. Après que les deux navires se soient séparés et aient accepté de rester en contact par radio, le Lagarto et son équipage de 86 personnes n'ont plus jamais été revus ni entendus. Il a littéralement disparu sans laisser de traces lors de sa patrouille de la Seconde Guerre mondiale, et son lieu de repos final est resté inconnu pendant plus de 60 ans. Le mystère entourant l'USS Lagarto a finalement été résolu lorsque l'épave du sous-marin a été découverte au fond du golfe de Thaïlande. La découverte de l'USS Lagarto a été faite en juin 2006 par des marines de l'USS Salvor. Au cours de leur enquête sur l'épave, ils ont observé plusieurs éléments de preuve clés confirmant l'identité du sous-marin. Ceux-ci comprenaient des supports de canon jumeaux, le mot Manitowok inscrit sur les hélices et une porte de tube lance-torpille ouverte avec un tube lance-torpille vide derrière elle, suggérant que Lagarto aurait pu tirer une torpille peu de temps avant de couler. Avez-vous déjà été sur un bateau de passagers traversant l'océan? Cela peut être une expérience excitante mais aussi terrifiante, surtout lorsque le temps est extrêmement mauvais. Ce prochain navire de passagers naviguait au large des côtes du Massachusetts aux États-Unis lorsqu'un certain nombre de personnes ont observé un monstre marin géant. De nombreuses personnes sur le navire ont crié qu'il s'agissait d'un mégalodon. Comme vous le savez peut-être, le mégalodon s'est éteint il y a 20 millions d'années. Il s'agit du plus gros poisson à avoir jamais ravagé les océans du monde. Leur longueur variait de 15 à 18 mètres pour un poids de 50 à 70 tonnes. Heureusement, il n'y avait pas de mégalodon nageant à côté du navire et pouvant le briser en deux, mais le deuxième plus grand poisson du monde, le requin pèlerin. Comme vous pouvez le voir dans la vidéo, ce sont toujours de gigantesques monstres des océans. Cependant, ils ne chassent pas de proies humaines. Ils parcourent les eaux de l'océan et remontent à la surface avec leurs bouches géantes ouvertes, se nourrissant de plancton. Un groupe de chasseurs de trésors de Stockholm, utilisant la technologie sonar, est tombé sur un objet particulier en forme de disque posé sur le fond marin entre la Suède et la Finlande en 2011. Vu d'en haut, il présente une ressemblance frappante avec l'emblématique vaisseau spatial Millennium Falcon de la célèbre série Star Wars. D'une taille impressionnante, avec un diamètre de 60 mètres, il est immergé dans environ 84 mètres d'eau. S'étendant à partir de l'objet, se trouve une traînée perturbée sur le fond marin, mesurant environ 488 mètres de long. Les sources médiatiques ont spéculé avec impatience sur la nature de cette découverte mystérieuse, allant des ovnis aux vaisseaux spatiaux russes. Reposant au fond de l'océan, l'objet ressemble en effet à un faucon Millennium immergé, suscitant de nombreuses théories depuis sa découverte par l'équipe Ocean X. Pour certains observateurs, il pourrait servir de défense sous-marine nazie ou même de porte d'entrée vers la pègre. Une explication plausible qui a fait surface est que cette formation aurait pu fonctionner comme une base anti-sous-marine. L'officier sous-marin suédois Anders Otelus a suggéré que l'objet ressemblait de façon frappante à un piège sous-marin allemand utilisé pendant la Seconde Guerre mondiale. Beaucoup d'entre vous connaissent certainement l'histoire du RMS Titanic. Un paquebot de luxe qui a percuté un iceberg en avril 1912 et a coulé à pic. Il y a de fortes chances que vous ayez également vu le film Titanic de 1997 avec Leonardo DiCaprio et Kate Winslet. L'une des raisons pour lesquelles le Titanic était si connu est que le navire était réputé pratiquement insubmersible. Ainsi, lorsque le paquebot de croisière a coulé au milieu de l'océan Atlantique à une profondeur de 4000 mètres, cela a été incompréhensible pour de nombreuses personnes. En septembre 1985, le Titanic a été redécouvert à quelques 740 km au sud de Newfoundland, au Canada. Lorsqu'une équipe de chercheurs a revisité l'épave en 2019, ils ont réalisé que de grandes parties avaient disparu. Cela était dû à l'eau salée et aux bactéries mangeuses de métaux. Certains scientifiques estiment donc que l'épave entière aura complètement disparu d'ici 2040. Les moteurs de fusée Apollo F1 qui propulsaient les fusées Saturn V pendant le programme Apollo ont été découverts sous l'eau au large des côtes de Floride.
Ils ont été découverts dans l'océan Atlantique à une profondeur de 4267 mètres par une équipe dirigée par Jeff Bezos, le PDG d'Amazon, lors d'une expédition en haute mer. Les moteurs F1 ont été utilisés dans le premier étage des fusées Saturne V qui ont lancé les missions Apollo sur la Lune à la fin des années 1960 et au début des années 1970. Après le largage du premier étage lors du lancement, les moteurs de la F1 sont tombés dans l'océan Atlantique et ont coulé au fond de la mer. La découverte des moteurs de F1 a été réalisée grâce à une technologie avancée de sonar en haute mer. L'équipe a décrit l'emplacement sous-marin des moteurs de F1 tordus comme étant incroyable, rendant ainsi hommage à la fin enflammée et violente du programme Apollo. Les moteurs ont été retrouvés dans un état remarquable compte tenu de leurs 43 années sous l'eau. Cependant, en raison d'un incendie et d'une forte corrosion, la plupart des numéros de série d'origine ont été supprimés ou recouverts. Dans cette vidéo, on voit un homme qui était ancré avec son bateau quelque part dans l'océan. À un moment donné, un minuscule monstre marin a sauté hors de l'eau. Il l'a décrit comme étant de la taille de l'ongle de son petit doigt et a dit qu'il n'avait jamais rien vu de tel. Il a mis en ligne la vidéo sur YouTube et a demandé aux gens s'ils savaient ce que c'était. Bien que les opinions varient, la théorie la plus populaire était qu'il s'agissait d'un insecte appelé demoiselle. Les demoiselles se trouvent dans les écosystèmes d'eau douce, dans divers ruisseaux, étangs, lacs et rivières. Mais il y a aussi ceux qui pensent qu'il s'agissait d'une petite sirène ou d'une autre créature marine inconnue qui n'a pas encore été identifiée. Et vous, qu'en pensez-vous? Faites-le moi savoir dans les commentaires. En 2016, des scientifiques ont réussi à réaliser le tout premier enregistrement de la partie la plus profonde de l'océan. Cela nous a permis d'avoir un aperçu du royaume extraordinaire où s'est aventuré James Cameron, le Challenger Deep. Cet endroit remarquablement isolé et à haute pression, situé dans la fosse des Mariannes, peut désormais être découvert à travers cet enregistrement remarquable. Pendant 23 jours, un microphone recouvert de titane a méticuleusement capturé le paysage sonore, révélant une clarté et une beauté inattendues. L'eau étant un excellent conducteur d'ondes sonores, l'enregistrement dévoile le puissant rugissement d'une tempête et l'appel enchanteur des baleines. Les scientifiques visent à utiliser ces données pour surveiller les changements dans les sons océaniques et évaluer leur impact sur la communication des baleines, compte tenu des inquiétudes concernant l'augmentation de la pollution sonore. Si vous aimez les films d'horreur, vous avez probablement entendu parler de Jason Voorhees, un personnage du film Vendredi 13. Jason est connu pour porter un masque de hockey sur gazon et le film a fait de lui une icône de la franchise de l'horreur. Dans l'une des scènes où Jason est vaincu, il se retrouve au fond d'un lac. Un grand fan des films a apparemment pensé que c'était une si bonne scène qu'il avait créé une statue de Jason et l'avait enchaînée près de l'Arizona dans l'océan Pacifique Nord. En 2013, un plongeur est tombé sur cette statue pour la première fois et il a été choqué au début, mais elle est rapidement devenue une destination populaire pour les plongeurs. Il s'est finalement avéré qu'un homme nommé Zach Nagy l'avait mise là pour s'amuser à 36 mètres de profondeur au fond de la mer. Depuis, il a fait fuir de nombreux plongeurs. Pendant la Première Guerre mondiale, en 1916, le sous-marin allemand UB-65 a été construit, mais dès le début, il a été en proie à la malchance. Des accidents tragiques ont coûté la vie à 5 hommes. Juste une semaine après son lancement, une poutre en acier s'est effondrée inexplicablement, coûtant la vie à 2 hommes. La série de catastrophes s'est poursuivie lorsque, lors de la plongée inaugurale du sous-marin, un membre de l'équipage a soudainement sauté par-dessus bord. Au moment de refaire surface, le sous-marin a refusé de remonter. L'eau de mer a commencé à inonder le bateau, atteignant finalement les batteries, libérant des fumées mortelles. Le capitaine a réussi à faire remonter le navire à la surface, mais l'équipage était au bord de l'étouffement. En janvier 1918, l'UB-65 s'aventure dans la Manche à la recherche de navires ennemis. Alors que le sous-marin submergeait, la vigie tribord a aperçu une personne sur le pont, malgré la fermeture de toutes les écoutilles. Il s'agissait du 2e officier décédé du voyage inaugural. Par la suite, le navire a été mis hors service et un pasteur luthérien a été enrôlé pour exorciser le navire. En mai 1918, alors qu'il naviguait au large des côtes espagnoles, un officier rapporta avoir vu une personne non identifiée entrer dans la salle des torpilles. Peu de temps après, l'opérateur de la torpille est devenu désemparé, affirmant que le fantôme le tourmentait sans relâche. Il a sauté par-dessus bord et s'est noyé. L'UB-65 hanté
a pris fin en juillet 1918 lorsque le sous-marin a explosé. Ce monstre marin ne ressemble pas à quelque chose que vous aimeriez rencontrer dans les fonds sombres de l'océan. Le calmar Magnapina vit profondément sous la surface et se nourrit principalement de plancton. Nous avons déjà parlé du calmar géant, mais le Magnapina est la version cauchemardesque du calmar et est très rarement vu. À peine 20 ans se sont écoulés depuis que les scientifiques l'ont officiellement reconnu et décrit. Le calmar Magnapina vit plus profondément que n'importe quel autre calmar. Des vidéos, comme celle des membres d'équipage en train de forer pour trouver du pétrole, le montrent vivant à des profondeurs d'environ 2400 mètres. Le record de profondeur, cependant, se situe à environ 4700 mètres. Leur apparence effrayante peut être attribuée en grande partie à leur appendice, mais c'est surtout leur longueur qui les rend effrayants. Le calmar Magnapina peut atteindre une longueur de 6 mètres, mais ce sont surtout leurs tentacules, qui peuvent devenir plus de 20 fois plus longs que leur corps, qui les rendent effrayants. Simon Morris, un sculpteur renommé, a créé The Reef Guardian, destiné à être placé sous l'eau pour promouvoir le tourisme de plongée et la sensibilisation à l'environnement. Des plongeurs du monde entier se sont également émerveillés devant d'autres sculptures remarquables, notamment The Emerald Princess en Colombie-Britannique et Amphitrite à Grand Cayman. The Reef Guardian s'élève de manière impressionnante à 4 mètres au-dessus de sa solide base de fond marin fabriquée en bronze. Symboliquement, la statue représente la profonde responsabilité que l'humanité a négligée pendant des décennies. Cette statue est devenue une attraction alléchante pour les plongeurs, tout en générant des revenus pour les œuvres caritatives locales. Une partie des bénéfices générés par les plongeurs visitant le site est reversée à des programmes de conservation et d'éducation. L'objectif principal de ces programmes est d'éclairer les écoliers de Grand Cayman sur l'importance et la préservation de nos précieuses ressources marines. Un homme d'affaires américain nommé Jay Miscovich aurait acheté en 2010 une carte au trésor pour 500 $ à une personne rencontrée dans un café. Cette carte au trésor indiquerait un emplacement marqué juste au large des côtes de la Floride, près de Key West. Il a emmené un ami et, ensemble, ils ont plongé dans la mer à la recherche du trésor. En arrivant à l'endroit indiqué, ils trouvent l'épave d'un navire contenant environ 70 kg de pierres précieuses d'émeraude, d'une valeur de plusieurs millions de dollars. Grâce à cette découverte, il a fait la une des journaux du monde entier, mais il a gardé secret l'endroit où il avait trouvé la pierre précieuse. Lorsque certaines de ces pierres ont été examinées par des experts, il est vite apparu qu'il ne s'agissait pas de vraies pierres précieuses et qu'elles étaient recouvertes d'époxy, une sorte de peinture. Lorsqu'on a vérifié l'histoire de Jay, on a découvert qu'il avait tout inventé. À cause de cela, il s'est endetté énormément et a mis fin à ses jours en octobre 2013. En septembre 2023, des archéologues maritimes découvrent les épaves de 2 sous-marins allemands de la Première Guerre mondiale au fond de la mer du Nord, au large des côtes belges. La mer du Nord, bordée par plusieurs pays, abrite de nombreuses épaves, avions de guerre et sous-marins, dont beaucoup restent non identifiés. Certaines épaves découvertes étaient restées un mystère pendant plus d'un siècle, jusqu'à ce que les plongeurs réussissent à les identifier. Les 2 sous-marins ont été utilisés par la marine impériale allemande qui contrôlait les eaux au large des côtes belges pendant la Première Guerre mondiale. L'un des sous-marins est du type sous-marin U5, mesurant environ 57 mètres de long et a été mis en service en 1910 avant la guerre. Il a coulé au large des côtes belges en décembre 1914 après avoir heurté une mine près de Zeebrugge, entraînant la perte des 29 membres d'équipage. Équipée de 4 tubes lance-torpilles, l'épave de ce sous-marin reste bien conservée et en grande partie intacte. Le deuxième sous-marin est un sous-marin U-14 d'environ 34 mètres de long, spécialement conçu pour le pose de mines. Durant son service pendant la Première Guerre mondiale, les mines posées par ce sous-marin furent responsables du naufrage de plus d'une douzaine de navires alliés. Lorsque vous voyez ce monstre marin, vous pourriez penser qu'il s'agit d'un parasite sorti d'un film d'horreur, mais non. Il s'agit d'un lamproie, également connu sous le nom de poisson vampire. Il n'est pas difficile d'imaginer pourquoi elle porte ce nom. En effet, elle possède une bouche en forme de disque remplie de dents aiguisées comme des rasoirs et même une langue acérée. Avec leur bouche suceuse, ces poissons parasites s'attachent à d'autres poissons. Leurs dents sont utilisées pour s'agripper fermement. En ce sens, ils ressemblent à des sangsues, aspirant le sang de leur hôte ainsi que d'autres fluides corporels. On raconte qu'ils peuvent aussi s'accrocher aux personnes, mais heureusement, cela n'arrive pas très souvent. Elles sont originaires de l'océan Atlantique, mais ont depuis migré. Depuis quelques années, on peut les retrouver dans les grands lacs.
Comme on le voit dans cette vidéo, un pêcheur avait attrapé un gros poisson auquel une lamproie s'était attachée. Plutôt effrayant et définitivement un monstre de l'océan que vous ne voulez pas rencontrer. En août 2022, des images d'un dauphin chassant et consommant un serpent de mer toxique inhabituel au large de la côte ouest des États-Unis, dans la baie de San Diego, ont fait surface. Le dauphin, participant à un exercice naval dans l'océan Pacifique, était muni d'une caméra étanche lorsqu'il a remarqué les serpents. La marine a entraîné le dauphin à détecter les mines sous-marines, faisant de cette rencontre avec des serpents de mer une observation inattendue. Bien que des rapports précédents aient documenté des dauphins attrapant et interagissant avec des serpents de mer, c'est la première fois qu'un dauphin les consomme. On sait que les dauphins se nourrissent principalement de poissons, de calmars et de certains crustacés. Le serpent de mer jaune, l'espèce rencontrée par le dauphin, est très venimeux et potentiellement dangereux s'il est ingéré. Les chercheurs derrière les images ont observé que le dauphin n'avait montré aucune réaction négative après avoir consommé les serpents. Au cours des rencontres enregistrées, un dauphin spécifique a réussi à consommer un total de 8 petits serpents de mer, tandis qu'un plus gros serpent de mer a réussi à s'échapper. En mars 2013, le patron d'Amazon, Jeff Bezos, a décidé de récupérer au fond de l'océan les énormes moteurs de fusée F1 utilisés il y a 51 ans par Apollo 11. Quand Jeff avait 5 ans, il avait vu l'alunissage à la télévision. Il a été alors inspiré et a décidé de financer le projet de récupération de ces moteurs. Depuis 1969, les moteurs reposent à 4200 mètres de profondeur dans l'océan Atlantique. Après 2 ans, il a annoncé que son équipe de recherche avait récupéré les moteurs grâce à une technologie sonar avancée. Une autre raison est probablement le fait qu'il possède sa propre entreprise spatiale, Blue Origin, et qu'il souhaite obtenir le plus d'informations possible sur les moteurs. En outre, Jeff Bezos affirme qu'ils ont trouvé beaucoup plus et que certains composants pourraient éventuellement être réparés. Cependant, les moteurs de la fusée F1 appartiennent à la NASA, mais l'idée est d'exposer les moteurs dans un musée à Seattle, Washington pour que le public puisse les admirer. Lorsque des ovnis apparaissent, notre premier réflexe est de lever les yeux. Mais, et si nous vous disions de regarder vers le bas, et encore plus profondément, dans les profondeurs de l'océan? Périodiquement, l'incident de l'USS Trepang refait surface. Selon certaines allégations, l'USS Trepang aurait capturé des photographies d'objets volants non identifiés lors d'opérations dans la région arctique en mars 1971. Une photo particulière montre un ovni s'élevant de l'océan à côté d'un navire militaire au milieu d'une grande explosion. Cette photo montre également un test de choc de la marine américaine datant de 1982, ce qui amène certains à suggérer qu'il s'agit d'une preuve d'une visite extraterrestre sur Terre. Il est à noter que lorsqu'un objet flottant est observé via un mirage supérieur, la ligne de flottaison crée l'illusion d'un fond plat. Cependant, dans l'image en question, l'objet ne semble pas avoir de fond plat, ce qui ajoute au mystère. De plus, il est peu probable que des torpilles et des charges explosives soient lancées dans la région arctique. Est-ce là que les extraterrestres se cachent depuis tout ce temps? Sous-marins? Qu'en pensez-vous? Faites-moi savoir dans les commentaires. Le soleil brille, il fait beau et vous profitez d'une journée sur l'eau dans l'espoir d'attraper quelque chose. Cependant, cet homme a eu la peur de sa vie lorsque des profondeurs de l'eau, un poisson inhabituel a sauté vers lui. Le poisson a une tête en forme de lance, une mâchoire pleine de dents en forme de flèche, des écailles réfléchissantes et un corps de plus de 1,5 m de long. Selon les personnes présentes dans les commentaires, il s'agirait d'un poisson ruban. En arrivant à maturité, il remonte à la surface pendant la journée pour se nourrir. La nuit, il préfère les profondeurs sombres. Ils sont généralement confondus avec les anguilles car ils partagent certaines ressemblances et nagent comme des serpents. Dans cette vidéo, la chaîne YouTube Darcizzle Offshore a réussi à attraper un poisson ruban géant en Floride. Imaginez que cette créature vous saute dessus, ça doit être terrifiant. Un sous-marin nommé K159 a coulé en août 2003 après avoir été heurté dans des conditions météorologiques défavorables. Cela s'est produit près de la base navale fermée de Gremika, sur la côte orientale de la péninsule de Kola, jusqu'au chantier naval de Nerpa, au nord de Mourmansk. Depuis lors, les chercheurs ont exprimé leurs inquiétudes quant aux fuites radioactives potentielles des 2 réacteurs nucléaires vieillissants à bord qui pourraient polluer les zones de pêche vitales de la mer de Barents. En 2014, une expédition conjointe norvégienne-russe a examiné les lieux et a déterminé qu'il n'y avait eu aucune fuite des réacteurs dans le milieu marin environnant.
Cependant, en raison de la détérioration de la coque, il existe un risque futur de fuite de radionucléides. Une étude réalisée par un institut norvégien a montré que le rejet de la totalité du stock de césium-137 de 2 réacteurs pourrait entraîner des concentrations de morue nettement plus élevées dans la mer de Barents. Dans la partie orientale de la mer de Barents, ces concentrations pourraient être jusqu'à 100 fois supérieures à la normale, et cet effet persisterait pendant 2 ans. Même si une multiplication par 100 des niveaux de CS137 dans la morue peut sembler alarmante, il est important de noter que les concentrations resteraient néanmoins inférieures aux directives internationales. Toutefois, l'impact potentiel sur le marché du poisson ne peut être ignoré. L'annonce de la société nucléaire russe Rosatom indique que le K159 sera déployé d'ici 2030. Plus de 130 millions de containers sont expédiés chaque année à travers les océans vers d'autres pays. Chaque année, en moyenne, 150 conteneurs tombent des cargos dans l'eau. Certains d'entre eux s'échouent sur le rivage, tandis que d'autres coulent au fond de la mer. En mai 1990, une histoire a circulé qui a beaucoup aidé les scientifiques. Un cargo a perdu 4 à 5 containers remplis de chaussures Nike. On estime que plus de 80 000 chaussures ont fini au milieu de l'océan Pacifique. Chaque chaussure Nike avait le même code, 900 406, et beaucoup de ces chaussures ont été retrouvées échouées sur le rivage dans le monde entier. En conséquence, les personnes étudiant l'océanographie ont pu comprendre le fonctionnement des courants océaniques. Bien qu'il s'agisse d'une grande perte pour Nike, les chaussures ont aidé la communauté scientifique à créer une nouvelle compréhension et leur ont permis d'étudier les océans pendant de nombreuses années. En août 2023, une découverte remarquable a été faite au fond de l'océan au large de la côte de l'océan Pacifique, en Alaska. On pensait que la mystérieuse sphère dorée, peut-être un œuf, avait été pondue par une créature marine inconnue. L'objet lisse, avec un trou intrigant au milieu, a été découvert à une profondeur d'environ 3,2 km par un explorateur sous-marin télécommandé. Les scientifiques qui ont fait la découverte ont proposé 2 possibilités intrigantes. Il pourrait s'agir d'un œuf éclos ou d'une éponge marine. Un bras télécommandé a été déployé pour interagir doucement avec l'œuf, révélant une texture ressemblant à une peau délicate. Par la suite, la sphère a été soigneusement aspirée à l'aide d'un tube pour être transportée vers un laboratoire pour un examen plus approfondi. Lors de la découverte initiale, l'équipe a envisagé la possibilité que le trou ait été créé par l'éclosion d'une créature ou par un prédateur pénétrant dans la sphère. L'un des scientifiques a déclaré « J'espère juste que lorsque nous le pousserons, rien ne sortira. C'est comme le début d'un film d'horreur. » Avez-vous déjà vu une vidéo de la plante piège à mouche Vénus qui attrape et dévore les insectes? Il existe également un monstre des océans qui pourrait être comparé à ça. Il s'agit du tunicier prédateur, également connu sous le nom de poisson fantôme. Celui-ci semble sortir d'un film d'horreur. Il s'agit d'un tunicier prédateur à l'aspect terrifiant, ancré dans les fonds marins, qui attend une proie sans méfiance, comme un petit poisson ou un crustacé. Lorsqu'une proie s'approche suffisamment, bam! Le piège se ferme et reste fermé jusqu'à ce que la proie à l'intérieur soit entièrement digérée. Vous pourriez vous demander s'il représente une menace pour un plongeur sans méfiance et attendent d'en attraper un dans leur piège. Mais la réponse est non. Les tuniciers prédateurs mesurent environ 13 cm de diamètre, mais cela ne les rend pas moins terrifiants. Selon les responsables de la marine indonésienne, ce sous-marin qui a coulé au large de Bali a été découvert en 3 parties distinctes sur les fonds marins. Les 53 membres d'équipage à bord ont été déclarés morts. La marine a reçu des signaux indiquant l'emplacement du sous-marin qui se trouvait à plus de 800 mètres de profondeur. Par la suite, un véhicule de sauvetage sous-marin fourni par Singapour a été déployé pour confirmer visuellement l'épave. Le KRI Nanggala a disparu lors d'un exercice de torpille après avoir demandé l'autorisation de plonger, mais la cause exacte du naufrage du sous-marin est encore inconnue. L'armée indonésienne avait précédemment confirmé la découverte d'épaves, notamment de tapis de prière, à l'endroit où le sous-marin avait disparu. Cependant, le chef de la marine, Yudo Margono, a indiqué que d'autres objets du sous-marin, tels qu'une ancre et des équipements de sécurité pour l'équipage, avaient été récupérés. Il a en outre révélé que le KRI Nanggala avait été divisé en 3 parties, la coque, la poupe et les sections principales étant toutes détachées, et que la partie principale s'était avérée fissurée. Malheureusement, il a également été confirmé qu'il n'y avait aucune chance de trouver des survivants parmi l'équipage.
En 2007, des plongeurs étaient à la recherche d'anciennes épaves lorsqu'ils sont soudainement tombés sur une construction en pierre. En raison de la façon dont les pierres formaient un cercle, cet endroit a rapidement reçu le nom de Stonehenge sous-marin. Stonehenge est, comme vous le savez peut-être, un monument mégalithique situé près de Salisbury, en Angleterre. Jusqu'à aujourd'hui, le mystère reste entier sur la façon dont ces grands blocs de pierre ont été fabriqués. Cependant, le Stonehenge sous-marin a été découvert dans le lac Michigan, au nord des États-Unis, à une profondeur de 12 mètres. L'une des choses les plus intéressantes qu'ils ont pu trouver était un bloc de pierre portant les marques des mastodontes. Cela a permis aux scientifiques de découvrir que cet endroit avait environ 10 000 ans. Cela suggère qu'une ancienne civilisation du nord de l'Amérique utilisait déjà des outils et vivait peut-être en harmonie avec les mastodontes. Les rencontres avec des calamars sont des événements rares et remarquables, surtout lorsqu'ils sont filmés. Une équipe de chercheurs explorant les profondeurs de la mer Rouge a eu une rencontre inattendue avec un énorme calmar alors qu'elle enquêtait sur les restes du Pella, un navire qui a coulé en novembre 2011. L'énorme calmar, plus gros qu'un humain, est apparu de manière inattendue sur leur caméra sous-marine et n'a été identifié qu'en septembre 2021. Malgré sa taille impressionnante, il ne faisait pas partie des mythiques calmars géants qui peuvent atteindre des longueurs allant jusqu'à 18,3 mètres. L'équipe, qui fait partie d'OceanX, un groupe de biologistes marins et de cinéastes, a plongé à une profondeur de 850 mètres sous la surface de la mer Rouge. Leur équipement comprenait un véhicule télécommandé, ROV, et un véhicule sous-marin autonome capable d'explorer des profondeurs allant jusqu'à 6000 mètres. Un zoologiste a confirmé que la mystérieuse créature était une forme géante du calmar volant à dos violet, mais qui sait, il pourrait s'agir d'un mini-kraken. Si l'idée de rencontrer une anguille géante d'eau douce sous l'eau vous effraie déjà, vous ne voulez certainement pas en rencontrer une qui peut se déplacer sur la terre ferme. Ces animaux marins sortent d'un œuf dans l'océan et se lancent ensuite dans une mission pour parcourir des milliers de kilomètres jusqu'au continent. Ce voyage périlleux a un taux de survie d'1 sur 10 000. Le fait qu'ils puissent traverser le continent est déjà époustouflant car ils rencontrent des obstacles, vainquent des prédateurs et tout cela sans avoir de véritables jambes. Après s'être frayé un chemin en se faufilant, tout cela vaut la peine lorsqu'elles atteignent leur habitat en eau douce. Les anguilles se trouvent dans les étangs, les lacs ou les rivières. Et comme vous pouvez le voir dans cette vidéo, elles peuvent atteindre une longueur considérable. Certaines espèces peuvent atteindre 1,7 m de long, mais heureusement, elles sont généralement inoffensives pour les humains, sauf si elles sont provoquées. Le 23 juin 2023, le sous-marin Titan, exploité par OceanGate Expeditions, a implosé de manière catastrophique à seulement 490 mètres de l'épave du Titanic dans l'océan Atlantique Nord. Mesurant 6,4 mètres de long, le sous-marin Titan avait pour mission d'explorer l'épave du Titanic, située à environ 1448 km à l'est de Cape Cod et à environ 3962 mètres sous le niveau de la mer. Les gardes-côtes américains ont confirmé que les 5 personnes à bord du sous-marin avaient été immédiatement tuées dans l'incident. La recherche des membres d'équipage disparus, dont le PDG d'OceanGate Stockton Rush, le vétéran de la marine française Paul-Henri Narjolet, le milliardaire britannique Hamish Harding, l'homme d'affaires pakistanais Shahzada Dawood et son fils Suleiman, a pris fin tragiquement lorsque des débris du sous-marin ont été retrouvés. Ils ont été découverts au fond de l'océan par un véhicule sous-marin télécommandé. Les responsables de recherche et de sauvetage estiment que les hommes ont probablement péri avant que des avions militaires équipés de bouées sonars ne les détectent dans l'eau. L'implosion du sous-marin aurait généré un bruit important que les bouées sonars auraient pu capter, mais malheureusement, il y a peu de chances de récupérer un quelconque de leurs restes. Un homme nommé Mark Watkins est tombé sur quelque chose d'étrange dans l'océan Indien, au large des côtes de l'Australie occidentale en juillet 2016. Mark était en train de pêcher avec son père quand ils ont vu quelque chose au loin dans l'eau qui ressemblait fortement à une montgolfière. Quand ils se sont approchés, ils ont vu une grosse boule rose avec une odeur sale qui s'en dégageait. Très vite, ils ont compris qu'il s'agissait de la carcasse d'une baleine gonflée. Ils ont pris quelques photos et ont décidé de retourner sur la côte. Plusieurs requins se sont assurés que la baleine gonflée était alors vidée. Si cela ne s'était pas produit, il est possible que la baleine explose d'elle-même en raison d'une accumulation de gaz dans l'estomac pendant le processus de décomposition. Lorsque cela se produit, il vaut mieux ne pas s'en approcher, car je pense que vous pouvez imaginer le genre d'odeur dégoûtante qui s'en dégage.
Le chenal du Nord, dans sa partie la plus étroite mesurant seulement 19 km de large, a longtemps servi de passage stratégique pour les pirates et les corsaires, harcelant les navires entre l'Ulster et le sud-ouest de l'Écosse. Aux petites heures du 30 avril 1918, quelque chose émergea des profondeurs du canal. Il s'agissait du UB-85, un sous-marin allemand. Mais l'UB-85 a été secoué par une puissante vague sur le côté tribord, suivi d'un énorme bruit sourd lorsque quelque chose a atterri sur le pont. À leur grande horreur, les membres de l'équipage ont vu un énorme monstre marin sortir de l'eau et grimper sur le côté du sous-marin. Cette bête avait de grands yeux, enchâssés dans un crâne en forme de corne. Elle avait aussi une petite tête, mais avec des dents qui brillaient au clair de lune. Alors qu'ils ouvraient le feu avec leurs armes à feu, la créature s'accrochait à la tourelle avant de l'artillerie et son immense poids commença à couler le sous-marin de 730 tonnes. Finalement, blessé par de nombreuses balles, la créature relâcha sa prise sur la tourelle du canon et glissa dans les profondeurs. On dit que le film Godzilla a été créé grâce à l'inspiration de l'iguane marin. Ces lézards ont un mode de vie unique et puisent leur nourriture dans la mer. De plus, on ne les trouve qu'à un seul endroit dans le monde, les îles Galapagos. Cependant, la réputation de ces iguanes va plus loin. Après tout, Charles Darwin lui-même les a décrits comme hideux et les a qualifiés de lézards maladroits. Mais ce n'est pas tout à fait vrai. Ces iguanes monstrueux vivent à l'extrême et sont prêts à tout pour obtenir de la nourriture. Les iguanes marins les plus jeunes restent généralement sur le rivage et se nourrissent des algues qui sont exposées à marée basse. Les plus grands iguanes marins s'aventurent dans la mer et avec leurs griffes, ils s'agrippent au fond marin. Avec des mouvements semblables à ceux des crocodiles, ils se frayent un chemin dans l'eau. Là, ils peuvent rester sous l'eau pendant plus de 10 minutes. Un gros objet en cuivre, autrefois considéré comme un chaudron à soupe de poisson, est désormais identifié comme étant les restes d'un sous-marin primitif du XVIIe siècle. L'artefact a été découvert sur le fond marin près de l'épave du Santa Margarita, un navire au trésor espagnol qui a coulé en 1622 à environ 64 km à l'ouest de Key West dans la mer Rouge. Le dôme en cuivre a été découvert à une profondeur d'environ 49 mètres et a été initialement confondu avec une marmite utilisée sur le navire. Cependant, de nouvelles recherches suggèrent qu'il pourrait s'agir d'une partie d'une ancienne cloche de plongée utilisée pour tenter de récupérer le trésor perdu de l'Espagne. Les archéologues étudiant l'artefact pensent qu'il était trop gros pour être utilisé pour la cuisine et qu'il correspondait étroitement aux descriptions d'anciennes cloches de plongée. Contrairement aux sous-marins modernes, ces premières cloches de plongée avaient des fonds ouverts et reposaient sur la pression du gaz pour empêcher l'eau d'inonder tout le navire. Les chercheurs supposent que la cloche de plongée pouvait accueillir jusqu'à 3 plongeurs et qu'elle aurait pu être reliée à un tuyau d'air. Si les conclusions des chercheurs sont correctes, cette découverte pourrait fournir la preuve de l'existence de la plus ancienne cloche de plongée au monde. La gorge de Silfra est un site sous-marin où les plaques tectoniques d'Amérique du Nord et d'Eurasie se rencontrent. La Terre est constituée de 7 grandes plaques tectoniques et chaque année, la gorge de Silfra s'éloigne de 2 cm. Cela peut provoquer des tremblements de terre dans les environs, ce qui peut être très dangereux pour les plongeurs. Si vous voulez visiter cet endroit magnifique, vous devez vous rendre dans le parc national de Finngelir en Islande. L'eau y est extrêmement claire. Elle a une température constante d'environ 2 degrés Celsius et c'est un site de plongée populaire et le seul endroit au monde où vous pouvez toucher les 2 continents en même temps. Des excursions de plongée sont proposées toute l'année jusqu'à 15 mètres de profondeur. Cependant, il n'est pas recommandé d'aller encore plus profond car quelque part autour de 60 mètres, il y a plusieurs grottes sous-marines dans lesquelles vous pourriez vous perdre. Le Lockheed Martin L1000 11 Tristar, avec ses 3 moteurs, ses ailes et sa dérive, offre un spectacle remarquable même au plus profond de la surface de la mer Rouge. Cet avion abandonné repose sur les fonds marins de la mer Rouge, créant un spectacle étrange et servant de récif artificiel pour encourager la vie marine. En 2019, cet avion avait été coulé dans le golfe d'Aqaba en Jordanie, destiné à dynamiser le tourisme de plongée et favoriser la croissance des coraux. L'avion, immatriculé pour la première fois dans les années 1980, a servi diverses compagnies aériennes avant d'être abandonné au début des années 2000. Reposant à une profondeur comprise entre 15 et 28 mètres, l'avion coulé a son cockpit comme point le moins profond à environ 13 mètres de profondeur.
Les plongeurs peuvent entrer dans l'épave par 2 portes derrière le cockpit et à l'intérieur du fuselage, les sièges de la rangée du milieu ont été retirés pour permettre aux plongeurs un meilleur accès. Bien qu'il ait passé 3 ans sous l'eau, l'avion de ligne est étonnamment resté bien préservé et ses ailes abritent désormais d'innombrables coraux mous. Nous allons rester au Japon pendant un moment. Imaginez ce scénario, vous êtes en train de plonger et soudain, une armée de crabes araignées japonais se dirige vers vous. Dans la vidéo, on voit des milliers de crabes sortir des profondeurs de l'océan, s'agglutiner les uns sur les autres et recouvrir les fonds marins. Mais cela se produit chaque année. En fait, vous assistez à la migration annuelle des araignées de mer qui a lieu entre fin mai et mi-juin. Il est impossible de compter le nombre de crabes, mais il est difficile de manquer cette migration. Lors de cette migration annuelle, de grands groupes de crabes de la taille d'un melon remontent des profondeurs vers les eaux peu profondes. Ils y perdent leur carapace, comptant sur le fait qu'un prédateur n'oserait pas les attaquer en si grand nombre. Cette énorme quantité suffit à vous étonner de l'incroyable pouvoir de la nature. Le son du bioduck a été signalé pour la première fois dans l'océan austral en 1960 par le personnel sous-marin qui l'a nommé pour sa ressemblance avec le son d'un canard. Depuis plus de 50 ans, les chercheurs enregistrent ce son qui consiste en une série de bruits pulsés répétitifs à basse fréquence. Le son a une gamme de fréquences comprise entre 60 Hz et 100 Hz avec des harmoniques jusqu'à 1 kHz et un intervalle de quelques secondes entre chaque son. L'origine du son du biocanard est restée un mystère pendant des décennies jusqu'à ce qu'il soit conclu en 2014 que le son était produit par les petits rorquals de l'Antarctique. En février 2013, des chercheurs ont marqué 2 petits rorquals de l'Antarctique au large des côtes de l'Antarctique occidentale avec des étiquettes à ventouses, leur permettant de suivre la profondeur, l'emplacement et les vocalisations des baleines. Cependant, certaines personnes pensent que ce son spécifique provient d'un monstre marin non identifié tapi au fond de l'océan. Le son du biocanard est principalement présent pendant l'hiver austral dans l'océan austral, autour de l'Antarctique et au large de la côte ouest de l'Australie. La présence du son à des latitudes plus élevées et plus basses pendant la saison hivernale a contribué à son mystère. Pensez-vous que ce sont des baleines ou autre chose ? Le Queen Anne's Revenge était le navire mondialement connu du pirate anglais appelé Barbe Noire. Son vrai nom était Edward Teach et il était connu comme l'un des pirates les plus notoires de l'histoire. En 1718, le navire a heurté un banc de sable au nord de l'état américain de Caroline du Nord et n'a jamais été retrouvé depuis. Cependant, le 21 novembre 1996, une équipe de recherche a découvert une épave de 31 mètres de long qui s'est avérée être le navire de Barbe Noire. Depuis lors, de nombreux objets ont été trouvés, notamment des canons pesant entre 900 et 1400 kg, ainsi que des pièces de monnaie, de l'or, des bijoux, du matériel médical et bien plus encore. L'une des découvertes les plus récentes est celle de 16 fragments de papier portant un texte trouvé dans l'un des canons. D'après les chercheurs, ils n'ont déterré que la moitié de tout ce qu'ils ont trouvé, et de nombreux secrets seront probablement dévoilés dans les années à venir. Nous connaissons tous le Titanic, non seulement grâce au film mettant en vedette Leonardo DiCaprio et Kate Winslet, mais aussi grâce au désastre réel. Le Titanic a heurté un iceberg lors de son voyage inaugural le 14 avril 1912, entraînant sa disparition tragique. Cette catastrophe maritime a entraîné la perte de plus de 1500 vies et reste l'un des événements les plus tristement célèbres et tragiques de l'histoire maritime. Sur les 2224 passagers et membres d'équipage estimés à bord du Titanic, environ 710 ont survécu au désastre, ainsi qu'une poupée. Cette poupée de porcelaine, sauvée de l'épave du Titanic, trouve désormais sa place d'honneur dans un musée d'Ayamonte, situé dans la province de Huelva au sud de l'Espagne. Cette poupée a été mentionnée dans les mémoires d'Eva Hart, l'une des heureuses survivantes. Eva et sa mère ont miraculeusement échappé au désastre du Titanic, mais la poupée a été laissée dans sa cabine de 2e classe lors de l'évacuation chaotique. Cependant, la poupée a été redécouverte 65 ans plus tard par un sous-marin alors qu'Eva avait 72 ans et ne s'attendait plus jamais à revoir la poupée. Il n'est pas difficile d'imaginer comment le calmar géant a inspiré des légendes et des films. La première pensée qui vient à l'esprit des gens est que le kraken peut faire beaucoup de dégâts en raison de sa taille. En 2015, un calmar géant a été repéré alors qu'il nageait vers une jetée au Japon et permettait aux gens de nager à ses côtés. C'est une expérience incroyablement rare car les calmars géants ne se montrent pas souvent.
La veille de Noël de la même année, un autre calmar géant est apparu dans la baie de Toyama à Tokyo. Ce calmar a stupéfié de nombreux spectateurs en raison de sa taille, estimée à 3,7 mètres. Le plus fou, c'est qu'il s'agissait d'un calmar assez jeune. Si on lui donne suffisamment de temps, il pourrait jusqu'à tripler sa taille actuelle. En effet, certains d'entre eux peuvent atteindre une longueur de 9 mètres et peser pas moins d'1 tonne. Lorsque les dinosaures ont été anéantis il y a environ 65 millions d'années par l'impact d'une météorite, la vie marine a repris assez rapidement. Cependant, en mai 2012, une équipe de chercheurs du Danemark et d'Allemagne a eu la surprise de découvrir dans l'océan Pacifique des micro-organismes datés de plus de 85 millions d'années. On sait que les micro-organismes, comme les éponges, peuvent survivre des dizaines de millions d'années. L'aspect le plus intéressant de cette découverte est de savoir comment ces micro-organismes étaient encore en vie. Ils n'avaient pas de nourriture et pratiquement pas d'oxygène. Les micro-organismes avaient été trouvés dans le sédiment en fond de l'océan et selon les chercheurs, ils étaient à peine vivants. Une découverte comme celle-ci est très importante pour la science car elle montre que même si quelque chose de catastrophique se produit, la vie peut continuer à exister sous cette forme. Le monument de Yonaguni est une formation rocheuse submergée au large de Yonaguni, la plus méridionale des îles Ryukyu au Japon. Découvert au milieu des années 1980, il a depuis suscité d'immenses discussions et spéculations sur son origine et sa nature. Le monument rectangulaire, mesurant plus de 50 mètres de longueur et 20 mètres de largeur, a été découvert pour la première fois par un plongeur. Composé de schiste et de grès, son âge est estimé à environ 10 000 ans. Une théorie suggère qu'il s'agit d'une pyramide à degrés artificiels, peut-être construite par une civilisation ancienne. Une autre théorie suggère qu'il s'agit d'une formation naturelle formée par des processus d'altération et d'érosion agissant sur le litage et les joints linéaires du grès. Cependant, la véritable identité du monument de Yonaguni reste en suspens et les chercheurs continuent d'explorer et d'étudier le site. Certains pensent que le monument fait partie d'un continent perdu appelé Mu et remonte à 20 millions d'années. Voudriez-vous un jour faire un tour avec un sous-marin? Faites-le moi savoir dans les commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez un pouce en l'air. Si vous voulez voir d'autres vidéos que nous avons réalisées, cliquez sur l'une d'entre elles à l'écran ou jetez un coup d'œil à la chaîne. Merci d'avoir regardé et à la prochaine.